Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 14 juin 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés où la hausse se poursuit, en tout cas, surtout en Europe, en ce début de séance. La semaine dernière, Wall Street a terminé en hausse au terme d'une semaine marquée par les inquiétudes quand même persistantes quant à savoir si les pics d'inflation actuels pourraient perdurer au-delà du court terme. On notera tout de même que les indices sont restés dans une fourchette étroite avec peu de catalyseurs pour faire évoluer le sentiment des investisseurs. Comme vous le savez, une grande partie de l'attention s'est portée sur les données relatives au prix à la consommation la semaine dernière, qui ont finalement atténué les craintes concernant la durée de la vague d'inflation actuelle. Alors effectivement, la Réserve fédérale a déclaré à plusieurs reprises que la flambée de prix à court terme serait que transitoire et ne serait pas une inflation durable et une affirmation reflétée en tout cas dans le rapport sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan publié vendredi, qui a montré que les attentes d'inflation s'atténuent par rapport au pic du mois dernier. Donc maintenant, les investisseurs vont se tourner vers la déclaration de la Fed à l'issue de la réunion de la politique monétaire de 2 jours cette semaine. Et ça va permettre de justement prendre la température pour avoir un peu plus de visibilité pour les prochaines semaines. Ce matin, eh bien, les bourses européennes, elles, évoluent quand même sur des niveaux records. On a eu des gaps à l'ouverture. La perspective d'un maintien justement prolongé des politiques accommodantes des banques centrales s'ajoutant aux espoirs de reprise économique, eh bien, alimente l'appétit pour le risque encore. Alors, en dépit de l'annonce d'une forte accélération de l'inflation aux États-Unis, eh bien, les investisseurs ont pris le parti de croire que cette hausse, pour l'instant, des prix sera, comme le pense la Fed, transitoire et donc de nature à ne pas modifier la politique accommodante de la Banque centrale. Maintenant que ces craintes sur l'inflation à court terme sont mises de côté, eh bien, les opérateurs de marché peuvent se concentrer, encore une fois et toujours, sur les perspectives de rebond économique très favorables justement au marché actions, comme on peut le voir ce matin. Et de son côté, la BCE a encore maintenu la semaine dernière sa politique monétaire très accommodante et sa présidente Christine Lagarde a encore affirmé ce lundi qu'il était trop tôt pour débattre du retrait du programme d'aide d'urgence de l'institution. Pour le moment, l'inflation n'effraie plus et en parallèle, les banques centrales vont rester au chevet des marchés financiers pour qu'ils évitent de perdre pied. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. Côté macro, par contre, ici, nous avons l'indicateur de Warren Buffett qui mesure la capitalisation boursière mondiale par rapport au PIB. Donc, logiquement, on est sur des niveaux records et il devrait même tirer la sonnette d'alarme. Les actions mondiales ont gagné 600 milliards de dollars de capitalisation boursière la semaine dernière pour atteindre de nouveaux sommets historiques. Tout cela, comme je vous le disais, face à de nouvelles preuves d'une inflation croissante et d'un autre côté d'une réouverture assez robuste de l'économie. Et la valeur de l'ensemble des actions atteint désormais pas loin de 117 000 milliards de dollars, soit, comme vous pouvez le voir ici, 132,7% du PIB mondial. Donc maintenant que toutes ces actions valent quasiment 133% du PIB mondial, cela signifie, en tout cas par le passé, que l'indicateur de Warren Buffett crie à la bulle, qu'on est totalement dans un marché qui est survalorisé, mais peut-être que cette fois-ci, on est dans une époque différente, une époque où les rendements réels sont négatifs, où le secteur des technologies comme il a pu le montrer par le passé, va connaître encore une croissance assez exponentielle de ses bénéfices. Si on prend les GAFAM, on a l'impression qu'elles n'ont absolument pas connu la crise.
Et encore une fois, c'est les injections de liquidités. Pour vous avoir montré plusieurs graphiques avec les liquidités qui évoluaient un peu en tandem avec le S&P, les injections, les rachats d'actifs qui soutenaient énormément les marchés. Donc forcément, ça gonfle aussi le prix des actifs et ça crée une distorsion, j'ai envie de dire, des indicateurs. On monte sur des niveaux assez hauts, une déstructuration, j'ai envie de dire, de l'interprétation qu'on peut avoir de l'indicateur, comme ce fut le cas en 2017 ou oui, en 2007, pardon, ou en 2017. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a un tel niveau de masse monétaire, de liquidité sur les marchés que forcément, ça tend ces indicateurs sur des niveaux qu'on n'avait pas absolument jamais connu, qui nous indique, en tout cas, comme l'indicateur commence lui à tirer la sonnette d'alarme, mais face à un tel soutien massif, une omniprésence des banquiers centraux, des taux réels, des rendements réels négatifs, des secteurs de la tech quand même qui montrent des résultats extrêmement solides, et bien forcément, lui, l'indicateur est en tout cas, la valorisation globale des marchés financiers continue de croître et tend extrêmement l'indicateur. Pour autant, c'est quand même bien de mesurer l'impact que cela peut avoir. Effectivement, si on regarde les graphiques, on a quand même une belle envolée, mais cela, je dirais, maintenant, ne signifie pas forcément qu'on va avoir l'explosion d'une bulle ou un crack à venir. Cela signifie pour moi qu'on est vraiment dans une période de forte reprise économique avec des banquiers centraux très présents et qu'on peut très bien encore monter jusqu'à 140, 135, 140, voire 145% du PIB dans le contexte actuel. Mais effectivement, on est aussi assez haut perché quand même sur les indices et en tout cas plutôt un repli de marché, voire une correction pour repartir de plus belle, serait plutôt sain et légitime, selon moi. Pour terminer la partie macro, nous avons ici un graphique qui représente la dominance du BTC sur l'ensemble du secteur crypto. Donc la dominance du Bitcoin était encore très élevée en janvier dernier. Comme vous pouvez le voir, on était quand même sur les 70%, je crois même à 75%, il me semble. Mais depuis, eh bien, la plus grande crypto-monnaie a laissé de la place aux altcoins principaux et sa domination est même tombée sous le seuil des 50% ces derniers jours. Je suis allé vérifier ce matin, on atteint même les 44%. Donc la dominance BTC continue de chuter. On a un peu deux écoles qui s'affrontent sur la dominance du BTC. Celle qui indique que lorsque le BTC chute, lorsque la dominance du BTC chute de manière drastique, cela indique une euphorie sur la part des altcoins. Et donc de se montrer plus prudent car on pourrait être dans une fin de bull run. Et moi, je serais plutôt de la deuxième école qui verrait cela comme tout simplement que cela signifie que les altcoins surperforment, gagnent en poids relatif, signe, selon moi, d'une adoption globale du marché des cryptos et pas uniquement du leader. Hein, comme ça a pu être le cas en 2017. Certes, beaucoup d'entreprises s'intéressent au BTC, même des pays comme le Salvador. Tesla, MicroStrategy, mais il ne faut pas oublier que le Bitcoin est simplement une monnaie pour l'instant et qu'on a d'autres secteurs, d'autres crypto-monnaies, d'autres écosystèmes qui sont en train de se développer. Je pense au smart contract avec Ethereum qui représente maintenant 17% de la totalisation, enfin de la market cap sur l'ensemble des cryptos. Et comme je vous le disais, le BTC, lui, représente déjà 44%. Et on a des altcoins qui commencent à aller de l'avant, à avoir des projets très intéressants. Je pense à Solana, je peux penser à la Binance Smart Chain, on peut penser aussi à Polkadot, on peut penser à AAV. Et donc, on a une arrivée de altcoins où là, en 2017, on était uniquement sur des projets et les gens et les particuliers spéculaient sur ces projets. Alors aujourd'hui, dans ces altcoins, on a quand même
des projets qui sont très bien avancés, très bien structurés, un écosystème qui est en train de se développer. Et donc, forcément, si on a une adoption globale du marché des cryptos, les altcoins vont et prendre plus de place, ce qui permettra, selon moi, eh bien, une adoption générale et aussi au marché de continuer de mûrir et de croître pour les prochaines années. Côté graphique, on va s'intéresser donc au CAC 40 qui, à ma grande surprise, est extrêmement solide. Extrêmement solide, le CAC 40. Je ne m'attendais pas à ce qu'il gappe ce matin notre fameuse zone, du moins la fameuse zone que j'évoquais depuis pas mal de temps maintenant. Pour revenir, c'est la fameuse zone juste ici, de 2000, et vers les 6600 points. Donc c'était la zone 5575, 6600 points. Énorme zone technique. On a clôturé dessus vendredi aux alentours des 6600 points. Et ce matin, on l'a gapé à la hausse. Donc, euphorie ou bull trap. Pour l'instant, j'estime toujours que cette hausse est limitée, qu'on est dans une zone d'intervention pour mettre en place un scénario baissier. On est venu chercher au point près la borne haute de notre canal. Donc là, c'est un autre élément de marché intéressant. Certes, on a gapé, mais on est allé chercher pile poil la borne haute de notre canal de long terme en place depuis le crack lié au Covid au mois de mars. Donc j'estime qu'on a atteint un niveau clé. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas de signe de ralentissement. J'aimerais quand même avoir un champ de retournement. Si on zoome un peu, les vendeurs défendent. En tout cas, on a l'impression qu'on est venu chercher cette borne haute de canal et réaction immédiate des vendeurs sur la borne haute. Maintenant, j'aimerais bien avoir une incursion sous les 6600 points avec pourquoi pas une bougie flux et directionnelle qui pourrait potentiellement laisser croire un essoufflement du marché, un marché qui commencerait à manquer de carburant pour enfin avoir un repli après une telle hausse. Donc là, on va quand même surveiller la bougie, même celle de la, semaine de mardi, j'ai envie de dire, car on pourrait potentiellement former un chantier de retournement. Tout dépend de la clôture. Là, on est justement venu fermer le gap qu'on a laissé ouvert. En tout cas, les vendeurs se montrent présents dans la zone des 6550 points et pour moi, on est sur une grosse zone clé. Et là, j'ai du mal avec la hausse actuellement. Donc, effectivement, si on clôture au-dessus du canal, eh bien, mon plan sera complètement invalidé, mais j'estime toujours qu'on est dans une énorme zone de prix et que justement, ce matin, les vendeurs tentent d'amorcer un mouvement correctif. Toutefois, face à une telle hausse, j'aimerais au moins avoir un puissant chandelier de retournement pour valider en tout cas ce scénario baissier. En données 4 heures, on reste toujours sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Pour moi, il faudrait au moins repasser sous les 6000 points, que ça montre. Cela montrerait en tout cas qu'on a effectué un bull trap et que les vendeurs commencent à se montrer présents. En plus, on a la Fed dans 2 jours, donc prudence sur les marchés, en tout cas, pour l'instant, vraiment attendre un signal clair avec un bon chandelier pour se positionner sur le CAC. Mais dans un premier temps, un retour sous les 6600 points, selon moi en tout cas, montrerait un premier signe d'essoufflement de l'indice. Et derrière, comme je vous le disais, il faudrait surveiller dans les jours à venir ou même dans cette séance, si finalement avec les US on retrace, eh bien on pourrait potentiellement former une bougie de retournement. Mais pour l'heure, même si on est sur une grosse zone clé, en soi, il est encore un peu trop tôt pour shorter sur le CAC, étant donné qu'on n'a pas de signal vendeur. On est juste sur une énorme zone. Le DAX, c'est exactement la même chose. Et là, pour le coup, on est venu chercher la borne haute de notre canal. Voilà, on a fait un petit excès. Pareil, on est dans une grosse zone. On est sur des bornes hautes de canal haussier. On a atteint un plafond de verre, comme je vous le disais. Et effectivement, je m'attends, en tout cas, à ce que les vendeurs
tente quelque chose, au moins, pas forcément de retourner le marché, mais une correction de 2-3% serait tout à fait légitime. Après cette telle hausse, là on est dans un range, selon moi, en données daily, petit range de court terme, donc à surveiller, mais là les vendeurs sont en train de prendre l'ascendant et en tout cas je viserai un retour sur la borne opposée, 15 500. J'estime qu'on est sur une zone de vente près de sur notre borne haute de canal en hebdomadaire. On est venu la chercher pile poil, on a fait un léger excès, mais sinon j'estime qu'à court terme on est dans une zone de vente sur la zone 15 750, 15 800 et qu'on est dans un range, donc une stratégie de ping-pong pour aller chercher un retour sur la borne basse, 15 500. Et en cas de cassure, aller chercher la moyenne mobile 50 à 15 350. En données 4 heures, alors on a quand même un beau doji, là on pourrait quasiment former une étoile du soir doji, si on a une belle clôture ici, on est clairement dans un range. On est dans un range technique en données 4 heures. On a juste fait de l'excès ce matin. Voilà, si on prend les mèches, on a fait un excès haussier, on a clôturé en dessous. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de former une bougie de retournement, potentiellement une étoile doji du soir. Donc, pour moi, ce serait un retour d'une part sur les 15 006, en cas d'accélération, 15 500, et continuer ce scénario de ping-pong entre les deux bornes. Le Dow Jones, plus fragile, le Dow Jones. En revanche, on a quand même une surperformance des bourses européennes. Le Dow Jones, toujours, je surveille les 34 200. Pour moi, c'est mon juge de paix. Si on tient ce niveau et que les acheteurs se manifestent, eh bien, ça relancera la dynamique pour aller chercher 34 008. Si on break les 34 008, je repasse haussier sur le Dow Jones pour aller chercher de nouveaux plus hauts historiques. Et en revanche, là, dès qu'on ouvre, si on enfonce cette oblique haussière et l'AMM50 sous 34 002, je reste sur mon scénario baissier pour aller chercher les 33 550. Sur le Dow Jones, c'est aussi simple que ça. Donc là, pourquoi pas surveiller des signaux sur des unités de temps plus courtes si ça tient pour avoir une nouvelle rotation des prix vers la borne haute. Par contre, en cas d'incursion et de clôture sous les mêmes 50, encore une fois, phase de ping-pong, de stratégie de trading range pour aller chercher 33 550. Si on regarde le Dow Jones sur les futurs, s'il veut bien me l'afficher. À peu près la même chose ici. Pile poil dessus. Tout dépend si on prend les mèches, voilà, si on prend les deux, on travaille vraiment cette oblique, encore une fois, on est dessus, on est toujours bien dans un range, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'attends l'ouverture sur le cash, surtout c'est plutôt sur le cash que ça m'intéresse, les 34 200 avec on va ouvrir sur l'oblique. Donc effectivement on corrige un peu ce matin, mais on va ouvrir sur l'oblique et proche de la MM50. Donc je surveillerai selon moi la cassure des 34 200, mais effectivement vu la dynamique pour l'instant, je m'attends à ce que le marché poursuive sa correction pour aller chercher les 34 200, 34 100. Et derrière, si on enfonce, comme je vous le disais, ce gros niveau, eh bien, ce serait un retour sur la borne basse du range. Donc, je viserai les 34 280. L'euro-dollar qui a subi quand même une belle baisse vendredi, ce qui a justement aussi fragilisé le gold. Ce matin, le gold est encore fragilisé, on fera le point techniquement juste après. L'euro est venu chercher sa MM50. Pour moi, on est dans un canal baissier sur cette paire. En données 4 heures, on arrive mieux à le matérialiser. Voilà. On a un magnifique canal baissier qui est en place. Là, potentiellement, on est en train de former, on a formé un double creux. Bon, pourquoi pas attendre un retour un peu plus bas pour aller chercher la MM50 pour essayer de se positionner à la hausse dessus.
Je surveillerai parallèlement si la Tenkan et la Kijun se mettent à plat et qu'on n'a pas une cassure Tenkan-Kijun dans les jours à venir. Mais pour le moment, on est dans une phase de consolidation. Pas d'inquiétude selon moi si on reste encore dans ce canal. Le signal clé sera bien entendu donné à la cassure de la borne haute de ce canal, couplé au 1,2180. Là, je considérerais qu'on a un signal technique haussier pour aller chercher justement les 1,2325. Pour l'heure, on tente de faire un rebond. On va se mettre en données horaires. Et le marché a effectué son petit double creux. Petit double creux, bon, pas de divergence malheureusement, mais au moins un double creux, ça tente de reprendre de la hauteur. Peut-être que certains ont réussi à se positionner via cette figure chartiste, mais pour les autres, ce serait sinon d'attendre un retour un peu plus bas, faire un excès sous la MM50 daily pour venir chercher la borne basse de ce canal, pour ensuite jouer le rebond. Et si vous n'êtes pas à l'aise à l'intérieur de ce canal, eh bien vous attendez tout simplement la sortie par le haut avec la cassure des 1,2180. Et là, techniquement, je considérais qu'on a un signal technique haussier, phase de hausse, phase de consolidation, reprise de la dynamique haussière avec un scénario à moyen long terme, selon moi, qui reste haussier pour aller chercher les 1,2325. L'euro CHF, pareil, on est sur un niveau clé. Je vous en parlais la semaine dernière, cette fameuse zone de prix. Juste ici, voilà, on a une très grosse zone de prix. En prenant les mèches, on est venu prendre appui dessus. On a la MM50 qui remonte aussi, qui arrive en soutien. C'est une grosse zone de polarité, voilà, tout simplement. Si on tire un peu la zone, voilà, ça a été quand même ici, on a fait des excès, ça a été testé ici sur mèche. On est sur une zone de polarité hebdomadaire et donc forcément ce niveau de prix m'intéresse pour tenter un rebond technique. Je vais supprimer la zone, cacher l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus propre. Mais voilà, c'est un très gros niveau technique. Potentiellement, on est sur la borne basse toujours de notre canal baissier. On a une belle oblique baissière qui passe. Soutien avec la MM200. J'ai plutôt envie de chercher des achats proches de cette zone. De toute façon, tant qu'on n'a pas d'incursion, le gros mouvement baissier est effectué, mais au moins un rebond technique. Très bien avoir une cassure de cette zone, mais jouer le rebond technique sur l'euro CHF en direction des 1,0930. Alors malheureusement, on est juste sur un gros niveau technique de prix avec la moyenne mobile hebdo 50 qui est juste en dessous. Par contre, la même 200 daily pile poil sur ce niveau. Pour le moment, les prix prennent appui dessus. En données 4 heures, dommage qu'on n'ait pas. On a eu potentiellement cette bougie qui est intéressante et effectivement, on voit que c'est une zone. J'aurais préféré qu'elle soit juste en dessous cette bougie pour avoir un vrai avalement. Là, du coup, on n'a pas d'avalement. Mais pour moi, il y a quelque chose à faire en tout cas sur cette zone. Donc, attendre un peu, si on part dans un range, essayer de se repositionner un peu plus bas. Mais j'estime en tout cas qu'un rebond technique pourrait se mettre en place sur l'euro CHF pour aller viser au moins les 1,0930. On a trop d'éléments qui convergent, la MM50 hebdo, la MM200 daily, la zone de polarité et la borne basse de notre canal qui viennent freiner les prix, enfin freiner la dynamique baissière. Et donc, face à tant d'éléments techniques qui convergent, un rebond technique pourrait se mettre en place sur cette paire. Pour terminer le Forex, le GBP USD, qui lui aussi m'intéresse, étant donné qu'on est revenu sur la borne basse de notre range. Toutes les paires de Forex évoluent dans un range, comme je vous le disais la semaine dernière, donc il fallait attendre de se retrouver sur des niveaux techniques clés. La semaine dernière, on était plutôt dans des milieux de range. Là, on est retourné sur la borne basse du range. Donc là, cette bougie daily pourrait déjà commencer à délivrer des signaux intéressants si on forme, pourquoi pas, un marteau, ce qui permettrait derrière d'avoir une nouvelle rotation, enfin, de tabler sur une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de ce range.
Et en données 4 heures, voilà, on a une belle moyenne mobile 200 qui vient soutenir les prix et on est en train de faire un beau doji. Donc tout à l'heure, on était même sur un marteau en données 4 heures. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt. En tout cas, on n'a pas de chandelier de retournement qui nous affirme, qui pourrait en tout cas nous indiquer une fin de baisse et une nouvelle rotation des prix à venir. Donc j'attendrai encore un peu les prochaines heures pour avoir un peu plus de visibilité et pourquoi pas un peu plus aussi d'informations d'un point de vue des prix. Mais en tout cas, on est sur la borne basse de ce range. Et maintenant, ce serait bien d'attendre un chantier de retournement, comme ici, on avait un léger avalement. Parfois, on n'a absolument rien. Malheureusement, ça arrive aussi. Mais commencez à surveiller, surtout avec l'ouverture des US à 15h30 cet après-midi. En tout cas, on a fait une belle mèche. On pourrait déjà former un doji. Donc, pourquoi pas surveiller à l'ouverture US une bougie qui pourrait nous indiquer que effectivement les acheteurs se montrent présents et ainsi mettre en place encore une fois une stratégie de trading range entre les deux bornes. Ou dans le cas contraire, par contre, si on n'a pas de bougie de retournement ou d'indication technique qui plaiderait pour une nouvelle rotation des prix, eh bien surveiller, mais là ce serait uniquement en cas de clôture daily, une clôture sous les mèches ici. Une clôture de bougie sous les 1,4075, eh bien ouvrirait la voie à une correction un peu plus profonde pour aller chercher les 1,40. Donc à suivre, on fera le point demain sur le GBP USD pour voir si on a un peu plus d'informations à ce sujet. Le gold maintenant, qui a pas mal chuté. On se retrouve sur les niveaux clés. Alors on me demandait si la semaine dernière pourquoi l'once d'or baisse alors que nous avons l'inflation et une détente des taux. Y aurait-il un rapport avec le 28 juin relatif à la mise en place, à la mise en application des accords de Bâle 3? Effectivement, les accords de Bâle 3 pris date le 28 juin, ils avaient été reportés, mais je ne pense pas que les accords de Bâle 3 ont eu un impact sur le cours de l'or, en tout cas pas durant les dernières séances. Pour moi, le cours de l'or était essentiellement corrélé au taux réel, mais surtout, le dollar américain a grimpé en même temps que les rendements du trésor à plus long terme. Alors, on vient de faire l'euro-dollar, donc effectivement, on a eu une belle baisse vendredi, donc forcément, ça pénalise l'once d'or quand l'euro chute et que le dollar se renforce. Et si vous allez voir aussi les rendements du trésor à plus long terme, même si on avait un reflux depuis un petit moment, depuis vendredi, les rendements à plus long terme se sont appréciés. Pas de beaucoup, mais on a eu une légère accélération. Donc, ça aussi, ça pèse sur le cours de l'or. Mais selon moi, ça reste aussi les commentaires qu'on a eus de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui semble également soutenir le dollar américain et peser sur le prix des métaux précieux, puisqu'elle a déclaré, je ne sais pas si c'était en fin de semaine dernière, il me semble, elle a déclaré justement qu'un environnement de taux d'intérêt légèrement plus élevé serait un plus pour les États-Unis et la Fed. Donc forcément, ça, les paroles, enfin le discours de Madame Yellen a impacté le cours de l'or depuis vendredi à court terme. Donc, son discours, qui est quand même assez écouté par les investisseurs, le dollar qui s'est apprécié et les rendements à 10 ans aussi qui ont légèrement progressé depuis vendredi. Donc, forcément, avec tous ces éléments qu'on a eu à court terme, l'once d'or cède du terrain. On se situe quand même sur la zone des 1850, donc on a une sortie de canal par le bas. J'attendrai maintenant qu'on ait un peu plus de visibilité vers cette zone, que la moyenne mobile 50 remonte pour vous proposer potentiellement un scénario haussier. Donc là, on avait un range, une sortie de range.
j'attends l'once d'or sur les 1850, très clairement. C'est mon niveau clé en données hebdomadaires. Je crois que c'est un niveau qui avait légèrement été travaillé, 1850. Bon, pas énormément durant l'année 2011-2010. Par contre, ce niveau a été travaillé ici. Septembre 2020, novembre, et là on hésitait, on travaillait un peu le niveau. Donc là j'attends un retour de l'or sur ce niveau. J'aimerais bien aussi que la moyenne mobile 50 remonte et qu'on ait des éléments convergents encore une fois pour tenter d'avoir un rebond du métal jaune. Même si je reste toujours haussier, bon, d'un point de vue de Fibo, ça ne correspond pas à grand chose les 1850. Mais là, j'estime encore qu'il est trop tôt sur l'once d'or pour vous proposer un scénario haussier. En tout cas, je verrais bien une poursuite de l'or jusqu'au 1850. Pareil, avec le discours de la Fed dans 2 jours, cela devrait impacter le cours de l'or. On a un RSI qui est rentré quand même dans une belle zone de survente, mais j'estime qu'un rebond pourrait se mettre en place sur la zone des 1850. Donc après, il faudra commencer à jongler sur des unités de temps un peu plus courtes pour essayer de trouver des signaux. Là, potentiellement, on est en train de former une divergence. On n'est pas repassé au-dessus des 50 et en 15 minutes, on est en train de la former. Si on prend ce plat, la première, elle a dysfonctionné. On pourra avoir un rebond, enfin, de court terme. Voilà pourquoi je préfère attendre la zone des 1950 et potentiellement une bougie plus intéressante sur des unités de temps un peu plus courtes, plus longues. Voilà, un avalement sur une unité 4 heures, voire daily, et surtout voir un peu la réaction des prix une fois qu'on aura atteint la zone des 1850. Pour l'heure, le flux reste baissier, on a quand même une belle bougie flux et directionnelle, on peut très bien faire de l'excès, donc ne vous précipitez pas sur l'once d'or, il est encore trop tôt selon moi pour se positionner à l'achat ou tenter une reprise haussière. Le Brent, ça reste aussi, de toute façon le scénario sur le Brent n'a pas changé. Je vise toujours les 75-60. Et voilà, on enchaîne les séances de hausse sur le Brent, on casse les résistances, c'est très propre techniquement. Rien à ajouter en fait sur le Brent depuis maintenant plusieurs semaines. C'est sûrement un des actifs les plus haussiers. On enchaîne les séances de hausse. Sur toutes les unités de temps, c'est haussier. En données 4 heures, on est sur des plus bas, des plus hauts, de plus en plus hauts. On a des mouvements de correction sur des niveaux de support. On a même des signaux avec des cassures Tenkan Kijun intermédiaires qui plaident en tout cas pour une poursuite de la hausse. On a des signaux techniques haussiers intermédiaires. Donc pour l'heure, je reste haussier. Je reste haussier sur le Brent et je vise ma prochaine résistance à 75-70 pour aller chercher cette fameuse oblique. On évoquait la semaine dernière, on a une belle oblique baissière et donc ce serait très propre de la part du marché d'aller sur cette zone. Et pourquoi pas nous faire un excès pour aller chercher l'oblique. En tout cas, pour l'heure, c'est osciller sur toutes les unités de temps, hebdomadaire, daily, 4 heures, horaire. On n'a aucun signe d'essoufflement du marché. Donc, ça ne sert à rien d'être à contre-courant. Au contraire, celles et ceux qui sont positionnés ici, eh bien, vous pouvez déjà commencer à prendre quelques bénéfices. Vous remontez votre stop, pourquoi pas le mettre à break-even, et vous continuez à vous laisser porter par le marché tant qu'on n'a pas de signal de retournement ou d'essoufflement pour aller chercher la prochaine grosse zone clé qui, selon moi, est autour des 76 $. Le light. Même constat sur le light. Là, on a atteint notre résistance. Donc, pour le coup, la résistance que je vous évoquais déjà la semaine dernière a été atteinte ce matin.
La prochaine grosse résistance, c'est les 74,70. Donc, un objectif majeur a été atteint. On prend quelques bénéfices. On remonte notre stop à break-even. On peut même mettre un stop win. Et comme sur le Brent, on continue à se laisser porter. Et si on casse les 71,50, et ben on remonte encore notre stop win. Et on va chercher les 74,70. Mais là, j'estime que vous devez avoir effectué au moins une prise de bénéfice. Si vous êtes rentré à la cassure de ce triangle, on a quand même eu une belle hausse. On va quand même pas laisser, vous n'allez quand même pas laisser le marché récupérer des gains si durement gagnés. Donc là, j'estime que soit on met son stop à break-even, soit on prend une partie de ses gains. Et si on estime que la hausse devrait se poursuivre, eh bien, met un stop win ou un stop gagnant ou un stop à break-even. Bref, vous faites quelque chose et vous allez chercher la prochaine zone si elle casse, à savoir les 74,70. Mais comme sur le Brent, c'est haussier, on enchaîne les séances de hausse, des plus bas à des plus hauts, de plus en plus haut. Sur les unités de temps 4 heures, il n'y a rien à dire, c'est très propre, la construction est très propre, très saine. On est sur un gros niveau clé. Donc maintenant, on patiente et si on a la cassure, eh bien, on se laisse porter le plus loin possible. Pour terminer, le Bitcoin qui reprend de la couleur, des couleurs aussi, dopé encore une fois par quelques tweets d'Elon Musk, qui fait le marché, qui souffle le chaud et le froid sur les marchés, enfin du moins sur le Bitcoin. Mais je ne passe pas baissier pour autant, c'est même plutôt intéressant la configuration qu'on est en train de faire. On a enfin break un peu cette oblique, mais on est en train de sortir de cette zone un peu léthargique, je trouve, mais nécessaire à la fois, cette phase de stabilisation, de mince. Je ne peux pas supprimer ma résistance. Je crois que c'était vers les 34 000, 33 800, il me semble. CTRL Z. Donc on est dans notre zone un peu toujours de latéralisation, de congestion de la part du marché, même si la semaine dernière on a quand même eu un bel avalement haussier qui montrait très clairement que les acheteurs étaient très présents sur la zone des 33 850. On va quand même basculer en hebdomadaire pour voir la tête de la bougie. On a quasiment un marteau, c'est dommage. Je pense qu'on a un marteau pour qu'il soit validé, il faudrait le mesurer, mais il faut que la mèche basse soit 2 fois supérieure au corps de la bougie. Donc là, c'est sûr, je pense qu'on n'a pas suffisamment de mèche pour confirmer ce marteau. Ça manque un peu de mèche pour qu'on ait 2 fois le corps de la bougie, mais en tout cas, c'est intéressant, je dirais. C'est pas baissier, pour l'instant, c'est pas du tout baissier. Je reste sur mon scénario de reprise haussière sur le Bitcoin. Le pire, selon moi, n'est pas certain. Donc, pour l'heure, j'estime qu'on est dans une grosse zone de latéralisation de la part du marché. Le marché avait besoin de respirer. Et là, j'attends la cassure des 40 800. Mais en tout cas, les belles bougies qu'on a commencé à faire à partir de la semaine dernière, ça commence à sentir bon, en tout cas. Maintenant, j'aimerais qu'on sorte vraiment de cette grosse phase. C'est difficile de la matérialiser, soit par un range, soit par un peu ce cercle que je vous ai mis. Mais on est dans un gros niveau et pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans une phase d'accumulation du marché. Que lorsqu'on va sortir de cette phase d'accumulation, on va avoir une reprise haussière pour viser 44 800 et revenir, pourquoi pas, sur les 50 000 $. En données 4 heures, pour terminer, ça pourrait nous faire un peu un double creux. Effectivement, c'est vrai qu'on a la mèche, mais là on a un premier creux. C'est un double, voire triple creux, un peu larvé, un peu complexe. C'est pour ça que voilà, si c'est un double creux, voire
avec ces deux creux-là en mode un peu larvé, mais vraiment assez complexe comme figure, je dirais qu'il faut, voilà, c'est les 40 800. Très clairement, si on sort des 40 800, pour moi, on sort de cette énorme zone de stabilisation, de consolidation. Et là, ça devrait repartir. Pourquoi pas avoir une reprise haussière en U, tout simplement. On pourra avoir une belle reprise en U pour les semaines à venir. Mais 40 800, je préfère attendre la cassure des 40 800 pour vraiment réaffirmer ce scénario haussier à venir. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc demain pour faire un point complet sur la planète finance.